livre russe. Et je souhaiterais, au nom de tous ceux qui sont présents à cette table, dont Yves Gauthier, Cédric Grave, moi-même, remercier chaleureusement les organisateurs de ce festival. C'est une magnifique initiative qui existe depuis 6 ans et j'espère qu'elle va durer encore très très longtemps. Je vais peut-être donner la parole à mon collègue Cédric, plume talentueuse, fine, discrète, et qui va vous faire part un petit peu également de ses voyages. Bonjour, pardonnez-moi pour le petit retard. Voilà, donc nous sommes plusieurs à cette table ronde et je vais jouer un petit peu le rôle du modérateur pour mieux connaître nos invités. Et tout d'abord, je voudrais demander à chacun son lien avec la Russie. Comment il en est venu à s'intéresser à la Russie? Alors nous allons commencer par nous allons demander à chacun donc comment il en est venu à s'intéresser à la Russie. Je vais commencer par Yves Gauthier, c'est un peu notre vétéran. Et Yves, comment êtes-vous venu donc à vous rendre en URSS la première fois? Bonjour à tous. Je pense que dans la thématique de la rencontre d'aujourd'hui, je fais un peu figure d'exception au sens où mon expérience du voyage est plutôt une expérience du vécu et quelque part aussi une expérience du naufrage volontaire. Parce que qui dit voyage dit billet de retour. J'ai un parcours un peu spécial qui m'a conduit à vivre, et pour tout dire à rester en Russie, au total pendant un quart de siècle. Et donc, difficile peut-être de parler de voyage. Je parlerai plutôt d'une, je vais me répéter, d'une expérience de vécu. Et d'une expérience, je me répète là encore, comme pendant un temps j'aimais beaucoup à le dire, un peu par coquetterie, de naufrage volontaire. Ce qui est d'ailleurs une belle ouverture sur l'écriture, sur le livre, parce que, et je crois qu'il faut commencer par là, la Russie n'aime rien tant que de se laisser raconter. La Russie à elle seule est un livre. J'aime beaucoup citer cette réflexion de Victor Erofeyev, disant de son pays, la Russie, que c'était un grand théâtre baroque et que le privilège de l'écrivain en Russie, eh bien, c'était d'ouvrir la fenêtre et de la regarder vivre, cette Russie, et de consigner ce qu'on observait de la fenêtre. Et Erofeyev explique par ça la richesse de la littérature russe. Et puis une autre dimension, ce qui me concerne, ce voyage en Russie a été d'abord un voyage linguistique, une aventure linguistique. Je suis ainsi construit que pour voir, connaître, découvrir un pays, je suis tenté d'abord de le parler, ce pays. Donc, pour répondre à votre question, Émeric, la motivation première de mon premier départ pour l'URSS à l'époque, je vous parle d'un temps, c'était la langue, cette mystérieuse, belle, musicale, envoûtante langue russe. Donc, si voyageur je suis, je serais tenté de me qualifier de voyageur linguistique. C'est le russe d'abord, grâce à lui, à cause de lui. Le coupable, c'est lui, sa musique, sa langue, sa grammaire, Et le fait est qu'étant jeune, j'aimais les langues étrangères. J'apprenais l'anglais, j'apprenais le russe, j'apprenais le chinois. J'étais très passionné par ça et je me voyais
faire le tour du monde. J'ai commencé par la Russie. Elle m'a attrapé au passage. Elle m'a dit reste ici. Et voilà. Et puis pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, comme nous sommes à un forum où il est question de livres, je revendique beaucoup cette expérience du vécu dans mon rapport au livre. Je viens de signer un livre qui se présente comme une biographie de Vladimir Vysotsky, cet immense poète. Je crois et je veux que ce livre est tel qu'il est parce que je regarde mon personnage à travers ce vécu que je revendique, qui est en même temps très biographique, très charnel, très physique. Et il y a des livres, je crois, qui ne peuvent pas se faire jour si on n'est pas passé par là. Un petit peu comme il y a des plantes qui ne poussent pas en France. Le café ne pousse pas en France. Je veux que mes livres soient des grains de café. Merci Yves. Après Yves Gauthier, nous avons demandé à Géraldine Dunbar comment elle en est venue à s'intéresser à la Russie. Géraldine. Alors, mon histoire, elle est un petit peu particulière parce qu'à la base, je ne suis pas née en France mais en Angleterre, à Londres plus précisément, en 1972. Et ma mère, pendant toute mon enfance, m'a parlé de Yuri Gagarin. Voilà. Au sujet duquel Yves Gauthier écrit une biographie. Merci beaucoup Yves, parce qu'en fait il a consacré 2 ouvrages à 2 de mes héros personnels, Yuri Gagarin et Vladimir Vysotsky. Et pour cela je vous en remercie chaleureusement. Voilà, donc en fait ma mère, pendant toutes les années 70, me parlait de sa fascination pour Yuri Gagarin. Elle avait à l'époque 13-14 ans lorsqu'il est parti dans l'espace. Et elle me disait que ça a été un des jours les plus importants de sa vie, qu'elle n'avait jamais oublié en tant qu'adolescente dans la campagne grenobloise. Et très jeune, elle m'a dit que je devrais m'intéresser à la Russie. Et pourtant, à l'époque, c'est pas du tout évident, puisqu'on était en pleine guerre froide. J'ai grandi sous l'Angleterre thatchérienne, donc sous la Dame de Fer. Et s'intéresser à l'Union soviétique à l'époque, dans les années 70, était considéré en clair une hérésie. Malgré tout, j'ai ouvert tous les livres d'histoire et géographie qu'il y avait à la maison parce que ma mère enseignait la discipline. J'étais très attirée par cette immense carte de l'Union soviétique qui était reproduite en rouge, donc synonyme du monde interdit. Et ma mère, grâce à ma mère, j'ai commencé à m'intéresser donc au pays. Et les premières images en fait que j'ai de la Russie, dans mes souvenirs, ce sont des images surtout de destin brisé. Et quand je dis destin brisé, je pense à la dissidence soviétique, aux personnes comme Vladimir Bukovski, qui a passé 12 ans dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques en Union soviétique. Je pense à Andrei Sakharov. Quand il est décédé, je me souviens de ma mère qui avait beaucoup pleuré devant la télévision. Alexandre Solzhenitsyn, bien sûr. Donc ces premières images m'ont profondément marquée lorsque j'étais petite fille. Et puis ensuite, qu'est-ce qui m'a marquée? En fait, mes premiers cours de russe au lycée français de Londres. Nous étions dans la plus petite salle du lycée, parce que personne à l'époque ne s'intéressait aux Russes. Tout le monde faisait allemand ou espagnol. Et donc, en 1984, j'avais choisi le russe et nous étions seulement 2-3 élèves dans la classe, avec Madame Françoise Morton, qui est une professeure que je n'ai jamais oubliée et avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs, presque 30 ans après. Et puis, à l'issue de mon premier cours de russe, j'avais appris donc, des mots élémentaires tels que chat, koshka, livre, kniga,
stylo rouge, et je suis revenue à la maison, j'étais complètement enchantée. Alors qu'à la veille, le jour avant, j'étais terrifiée d'aller à ce cours, et j'étais terrifiée du regard des autres en fait, au lycée, parce que tout le monde pensait que c'était inutile, c'est d'ailleurs un mot que j'aime pas du tout, inutile d'apprendre la langue russe. Et moi, en fait, j'ai jamais fonctionné en termes d'utilité, mais en fonction de coup de cœur. Donc j'ai eu un véritable coup de foudre, comme Yves Gauthier pour la langue, et tout a commencé par là. Merci beaucoup Géraldine. Alors avant de passer la parole à Cédric Gras puis Astrid Benland, je vais juste dire un mot sur mon propre parcours. Moi je suis le seul qui ne soit pas russophone ici. Pourtant j'ai appris le russe en troisième langue, mais je n'étais plus très sage au lycée, plus très assidu. Et en fait, mon lien avec la Russie était très fort au sens où j'étais marqué par la division de l'Europe en deux blocs, Est-Ouest. Vous savez, Budapest, Prague, et puis il y a eu aussi, dans l'avancée du marxisme, il y a eu Phnom Penh qui est tombé, puis ensuite il y a eu Saigon, et en 1979, les Russes et les Soviétiques interviennent en Afghanistan, et moi j'étais absolument hanté par l'éventualité d'un conflit sur le cadre européen. Et donc j'ai toujours suivi l'actualité soviétique, je me suis intéressé au marxisme-léninisme, et il se trouve qu'en 1990, en janvier 90, par le biais du quotidien de Paris, eh bien, j'ai pu faire 25 articles sur les nationalités et minorités soviétiques et découvrir donc un petit peu l'immensité de l'ex-URSS. Et je n'ai eu de cesse d'espérer me rendre en Sibérie. Ça n'a pas été possible. Je suis d'abord allé dans l'Arctique américain avant de pouvoir enfin me rendre au Kamtchatka, dans l'Altaï et dans d'autres régions de la Russie. Voilà. Alors Cédric Gras, vous. Moi, il y a, en ce qui me concerne, aucune raison géopolitique, parce que certainement je suis trop jeune et je n'ai pas connu tous ces espaces de la fin de l'URSS. Aucune raison non plus linguistique, parce que je n'ai jamais appris le russe avant d'y mettre les pieds en Russie. J'ai un peu un trou noir au sujet de mon premier voyage en Russie, en tout cas de sa motivation. Tout ce que je sais, c'est qu'ensuite j'y suis resté jusqu'à maintenant, ça fait maintenant presque 10 ans. J'adhère totalement à ce qu'a dit Yves Gauthier en ce qui concerne la langue. C'est vraiment un des éléments qui m'a fait rester. Et puis pour tout le reste, j'avais aucune culture russe classique, j'avais pas lu les grands écrivains russes, je connaissais très mal l'histoire. Et moi, ce qui m'a intéressé en Russie, je crois que c'est vraiment la taille du pays et d'aller le plus loin possible. J'ai fait des études de géographie, je suis arrivé en Russie assez tard, à 24 ans. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est la profondeur du pays. Et puis moi, j'ai eu une approche de la Russie qui n'est pas celle du français lambda. C'est le hasard, mais je suis arrivé la première fois en fait, par l'Asie. Et je n'écris depuis que sur l'extrême-orient russe. Je connais une toute autre Russie. C'est maintenant que j'habite en Ukraine, j'ai travaillé à Donetsk jusqu'à la guerre, maintenant je suis à Kharkov, que je découvre cette frontière entre l'Europe et la Russie, toute la richesse et la complexité des relations entre Moscou et l'Europe orientale et puis l'Europe occidentale. Donc voilà, pour faire très très simple. Et puis comme j'ai pris un gros choc sur la tête très récemment, alors je ne me souviens plus de grand chose. On va passer la parole à Astrid. Astrid Benland, donc, votre lien avec la Russie. Eh bien moi, c'est l'envie d'être témoin de bouleversements historiques. Je suis franco-canadienne, je suis née à Paris, mais mon père est de Montréal, et j'ai passé ma vie entre ces deux pays. J'y ai passé mon enfance à raconter comment c'était au Canada, en France et dans l'autre, et j'adore raconter des histoires, donc je me suis dit, peut-être je devrais essayer de devenir journaliste. Alors je rêvais d'être grand reporter en Russie, et je passais mon bac à peu près juste après la chute du mur de Berlin, et ensuite l'écroulement de l'Union soviétique, et on voit le Parlement qui brûle, Yeltsin sur son char qui dit qu'il va instaurer la démocratie, l'Ouest qui se dit enfin la Russie va devenir une économie libérée, la démocratie va prendre pied, et donc tout espoir était permis en 91, 92, 93, et c'est à cette époque-là que moi j'ai commencé à m'intéresser à la Russie et à apprendre le russe et à me dire, moi j'ai envie d'être témoin de ce nouveau chapitre de l'histoire qui s'ouvrait, témoin d'un pays qui essayait de renaître de ses cendres, et témoin aussi, c'est intéressant, pas seulement du choc que vivaient les Russes, mais aussi de tous ces occidentaux qui est arrivé, parce que
partie de la même vague dans les années 90. Moi, je suis arrivée en Russie fin 94, début 95, j'avais 21 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Et à cette époque, l'Ouest pompait des milliards, le FMI donnait des milliards à la Russie, se disant qu'ils en feraient un jour un allié. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. Et donc voilà, et moi j'ai passé plusieurs années en Russie, quand j'avais 20 ans, à parcourir le pays. Au début, je faisais des piges, etc. Et puis finalement, je suis devenue correspondante pour le Moscow Times, ensuite le Financial Times. Et maintenant, je travaille pour Reuters à Paris, mais j'ai attrapé ce qui s'appelle le virus russe. C'est une sale maladie, on ne peut pas s'en débarrasser. Et avec un fort penchant pour les confins, les endroits un peu de fin du monde, de déglingue industriel. Moi, j'aime bien quand tout est un petit peu... j'ai une vision romantique en fait de cela, alors on va dire que c'est très bizarre. Et l'un des endroits où je me suis retrouvée très souvent, c'est Tcheliabinsk. Je ne sais pas si vous savez où c'est dans le fin fond de l'Oural. Sans doute l'un des endroits les plus pollués de la planète. Et je suis arrivée là-bas quand j'avais 21 ans pour étudier le russe. Puis j'ai rencontré un rocker et puis il s'est passé plein de choses. Et je suis retournée 15 ans plus tard, en 2010, pour savoir ce qu'il était devenu. Castries est devenu Russie pour les hommes. On croirait pas, alors que, en fait, on dit souvent c'est les femmes russes. Mais parce que les beaux hommes russes, moi au début je me disais, mais il faut les chercher. Hein. Mais en fait, j'en ai trouvé. Et je vais couper court. En fait, j'étais partie pour après découvrir l'Oural. Et finalement, l'Oural est venu s'installer chez moi. Voilà, je dis la Russie, je l'ai longtemps eu dans le cœur. Après, je l'ai eu dans le ventre. Maintenant, je l'ai dans les bras. Donc, si vous entendez une petite fille qui hurle là-bas, c'est ma fille parce que son père a fait la fête toute la nuit. Et donc, j'ai une panne de gardien ce matin. Et donc, voilà, le fruit de mes aventures franco-russes est au bout du couloir. Merci, voilà. merci Astrid. Alors pour cette table ronde, je pense que nous allons la diviser en deux parties. Nous allons tout d'abord parler du voyage, de la Russie, du voyage, de l'inspiration que le voyage en Russie procure, et puis ensuite plutôt la fiction, puisque chacun des auteurs ici présents a écrit de la fiction en rapport avec la Russie. Alors Yves, vous n'êtes peut-être pas le plus grand voyageur à pied ou en train, etc. Parmi nous, mais vous êtes un voyageur dans la langue. Ceci dit, vous avez écrit des récits de voyage en Russie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai commencé par en traduire, m'entendez-vous? Oui. J'ai commencé par en traduire des récits de voyage. C'est par la traduction que je suis entré dans l'écriture. Ce sont des deux facettes peut-être d'une même forme d'expression. Et dans les deux cas, on se pose comme l'image est un petit peu comme ça, comment dit-on, galvaudée, mais enfin, allons-y, comme un passeur d'une rive à l'autre. Je n'ai pas écrit de récit de voyage au sens commun du mot, c'est-à-dire la Russie et moi en Russie, qui fait tel voyage. Mais je dirais d'une manière un peu plus, j'ose pas dire subtile, que tout livre sur la Russie est un récit de voyage. Et il est vrai que l'un de mes premiers livres d'auteur, on peut le regarder comme un récit de voyage, comme un récit de voyage, même si c'est pas un récit à la première personne du singulier, et même si le voyageur n'est pas moi. Ce livre, c'est le Centaure de l'Arctique, dont la parution remonte maintenant à 2001, chez Actes Sud. Et c'est l'histoire très épique d'un cycliste romantique qui, dans les années 1920, a décidé d'embrasser son immense pays naissant à bicyclette. Donc c'est une grande pédalée à travers l'Union soviétique, qui est un pays à l'époque tout jeune. Et par ce voyage, par cet exploit, Gleb Travin, puisque c'est
c'est ainsi qu'il s'appelait, Gleb Travin, incarne assez bien cette nouvelle génération de jeunes Sibériens. On est à l'aube du XXe siècle. La Sibérie, elle est conquise, explorée, découverte, cartographiée, et on se pose la question, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à voir, à conquérir? Et la réponse a été donnée en ce début de XXe siècle par Vladimir Arseniev, qui était l'auteur de Dir Souzala, et qui a répondu « Il nous reste nous-mêmes ». Et la découverte, c'est d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes, et on a la Sibérie pour ça. La Sibérie comme terre de connaissance de soi. Gleb Travin, qui a fait ce grand tour à vélo autour de l'Union soviétique, s'inscrit complètement dans cette philosophie. Il y avait du romantisme, et puis on peut regarder aussi ce voyage comme une fable écologique. Le vélo, se nourrir en chemin, avec la nourriture, comme on dit en russe, qu'on trouve sous le pied. C'était toute une philosophie. Sachant aussi que le vélo était une marque d'excentricité. Et donc, quelque part, une marque d'anticonformisme à cette époque. Il avait une carte de visite, Gleb Travin, sur laquelle il avait imprimé « touriste ». Et c'est ainsi qu'il se présentait. Mais même cette épithète, touriste, était regardée comme subversive dans ce contexte-là. Parce que qu'est-ce que c'était qu'un touriste dans les années du stalinisme naissant? C'était un parasite, c'était quelqu'un d'inutile. Et de fait, les témoins de l'incroyable épopée de Gleb Travin ont enduré toutes les souffrances. Il y a l'un de ses biographes qui en 1938 a été fusillé et dont des livres ont disparu des bibliothèques, tant et si bien d'ailleurs qu'en écrivant ce livre, je n'avais pas retrouvé l'archive initiale du malheureux fusillé. Des lettres, toute une correspondance, un corpus épistolaire de Travin avec sa sœur qui ont été brûlés, et des accusations de parasitisme social. J'ai trouvé dans un journal soviétique du début des années 30 un étrange dialogue entre Travin et un boulanger. C'est un dialogue de fiction, mais ce dialogue qui était paru dans la presse, c'était pour dénoncer ce parasitisme social qu'était le tourisme inutile donc antisocial. Et le boulanger disait, moi, c'était un boulanger sur les bords de l'Arctique, je fais cuire le pain. Et toi, que fais-tu? Et la conversation dure comme ça toute la nuit, et finalement, Travin s'endort, et on entend qu'il ronfle. Et c'est ça la morale de l'histoire. Le boulanger qui fait cuire le pain et qui défend l'idée de la cuisson du pain jusque tard dans la nuit, et l'autre qui, fatigué de trop pédaler, s'endort et ronfle. C'était un petit peu le portrait qu'on voulait peindre, voyez, du voyageur inutile. Et puis, quelle épopée, faire l'Arctique à vélo, sur son vélo acheté au Kamtchatka et commandé d'Amérique, parce qu'il n'y en avait pas, avec des roues en bois, qui du Kamtchatka leur ont conduit jusqu'à Moscou, ces roues en bois. Et à Moscou, elles se sont défaites. Et il en a fait faire d'autres, qui étaient des roues en métal, en pestant. Ces vélos américains, ça ne revient du tout. On n'a pas plutôt fait la route de Vladivostok à Moscou que déjà, il faut les changer. Oui, justement, vous avez retracé tout le grand voyage de Gleb Travin dans les années 30, mais auparavant, vous étiez livré à un exercice qui nous a beaucoup inspiré dans le voyage, c'est d'écrire la grande histoire, la magnifique histoire, avec Antoine Garcia, de l'exploration de la Sibérie, paru en 1996 chez Actes Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, parce que vous avez été aux quatre bouts de la Russie à travers cet ouvrage? Là encore, c'est un livre qui est né de mes traductions, parce que je m'intéressais beaucoup à la Sibérie et j'ai traduit des Sibériens d'hier et d'aujourd'hui. Et mon désir était d'apporter un livre qui embrasse la Sibérie entière et son histoire, surtout que plus mon travail avançait, plus je mesurais
cette fièvre incroyable qu'a été la conquête de la Sibérie. Et je me disais, il y a un blanc là, au sens où tout le monde sait ce qu'a été la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ce grand mouvement comme ça vers... tout le monde connaît la ruée vers le Far West, la ruée vers l'or, tout le monde connaît Cortés, l'Amérique dite aujourd'hui l'Amérique latine, et tout le monde a en tête ce fameux poème de José Maria de Heredia, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère hautaine de Palos de Moguer, etc. Mais sait-on vraiment qu'il y a eu vers l'Est, vers le Far East Est, un mouvement de conquête porté par un souffle similaire, avec un grand protagoniste qui était le conquistador russe et qu'on appelait le Cosaque. Et la réponse était plutôt non, donc je cherchais un livre à traduire qui raconte cette histoire. Et ne l'ayant pas trouvé, eh bien il a fallu l'écrire. Souvent, enfin en tout cas moi, le traducteur et l'auteur sont un petit peu deux personnages qui ne font qu'un et qui jouent à cache-cache l'un avec l'autre, l'un contre l'autre et l'un jaloux de l'autre. Et donc cette curiosité, je l'ai en quelque sorte, comment dire, dépassée, j'ose pas dire sublimée, par ce livre. Et l'idée c'était de faire connaître cette conquête, cette fièvre, en partant des premiers conquistadors, qui étaient les Cosaques, qui avaient pour moteur l'or de l'époque, c'est-à-dire la pelleterie, la zibeline, le renard polaire, la fourrure. Et puis ensuite est venu le siècle des premières explorations savantes, qui étaient commanditées par Pierre Ier d'abord, Catherine la Grande ensuite, à la fin du XVIIIe siècle. Quant au XIXe siècle, ça a été un siècle de colonisation industrielle, mais aussi un siècle qui a fait de la Sibérie un grand lieu de déportation de bagues, avec une page d'histoire très spéciale, très romantique, très russe, qui a été l'exil des décembristes, qui ont raté leur révolution constitutionnaliste de 1825, en punition de quoi ils ont été relégués dans la Sibérie. Et ils ont apporté en Sibérie leur culture, en quelque sorte leurs universités, et on a assisté à une forme de redécouverte savante de la Sibérie par l'exil politique. Et puis est venu le XXe siècle, avec bien sûr l'industrialisation stalinienne, mais aussi cette dernière génération de ceux qui ont fait de la Sibérie, j'en ai déjà parlé, une terre d'exploration des limites de l'homme. On en a parlé sur l'exemple de Gleb Travin. Très bien. Maintenant, je vais demander à Géraldine Delbar de nous parler de ses séjours en Russie et de son désir de voyager jusqu'au bout de la Russie, jusqu'à Vladivostok, à bord du Transsibérien. Géraldine. Merci. Alors, moi, en fait, ça a été une très belle histoire. Je me suis rendue pour la première fois en Russie en 1992, j'avais 19 ans. J'ai été invitée dans une famille russe à Saint-Pétersbourg, dans une communauté où il y avait 4-5 familles réunies. Et ça a été pour moi le grand choc de la réalité russe. Et lorsque j'y étais, je m'étais dit, mon Dieu, comment fait ce peuple pour vivre ainsi depuis des décennies. Et j'étais très impressionnée par le courage et la dignité des Russes. Et lorsque je suis rentrée en France, je savais que ma vie ne serait plus la même après ce premier séjour où j'avais reçu en fait une très grande leçon de vie. Et j'ai continué donc les études de russe à l'université de la Sorbonne. Et puis je suis retournée en Russie en 1994. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit.
Je faisais en fait un stage de plusieurs mois dans un bureau d'information à la BBC. Et les correspondants sur place devaient couvrir le retour d'Alexandre Solzhenitsyn dans son pays, donc 20 ans après avoir été déchu de la citoyenneté soviétique. Il retournait dans son pays en traversant la Russie d'est en ouest, donc de Magadan jusqu'à Moscou, pendant 2 mois. Il tenait à traverser toutes les terres et à renouer le dialogue avec ses compatriotes parce que jusque-là, il disait qu'il avait vu la Russie seulement à travers la vitre d'un wagon prisonnier. Et lorsque j'ai vu cet homme à la gare Yaroslav en juillet 1994, j'avais donc à l'époque 22 ans, j'ai été bouleversée, il n'y a pas d'autre mot, et je m'étais dit qu'il avait raison, qu'en fait le seul moyen de connaître ce pays immense, puissant, fougueux, c'était de le traverser d'est en ouest ou d'ouest en est. Et pendant des années, j'ai été hantée, habitée par ce rêve. Je me suis souvent dit que jamais il allait se faire pour un tas de raisons. Et en fait, en 2003, donc lorsque j'étais à nouveau en France, j'ai acheté par hasard le guide du Transsibérien. C'était la première traduction française du Lonely Planet. Et je me souviens très bien de la date, c'était le 7 mai 2003. Et le lendemain, dans le métro, j'ai fait une rencontre incroyable. J'ai rencontré un Ukrainien sur le quai du métro Bastille. Et on a commencé à discuter. Et je lui ai fait part du fait que j'avais acheté un guide sur Transsibérien. Et il trouvait cela intéressant. Et je m'étais dit que si cet homme me disait « Ne faites pas ce voyage, c'est trop dangereux pour une femme de partir plusieurs mois en Russie seule », je m'étais dit que s'il me disait de ne pas le faire, je ne le ferais pas. Et en fait, en l'espace de 5 minutes, dans une rame de métro entre Bastille et Saint-Mandé, il a changé ma vie, puisqu'il m'a dit de le faire. Et il m'a dit « Все будет хорошо », tout ira bien. Donc voilà, ça a été extraordinaire. Et 1 an après, jour pour jour, le 8 mai 2004, le 7 mai 2004, je suis partie en Russie. Voilà, 12 mois après. Vous avez passé près de 4 mois sur la ligne à faire l'aller-retour en train. Vous y êtes d'ailleurs retourné en 2010 avec les écrivains français qui ont voyagé en mai 2010 à bord du Transsibérien. Donc un mot sur l'arrivée à Vladivostok, et comme ça nous ferons le lien avec notre ami Cédric Val qui a séjourné. Alors l'arrivée sur Vladivostok a été particulièrement mémorable puisque le train est arrivé vers 6h30 du matin en pleine nuit, plein brouillard. Je ne savais pas où j'allais, je ne connaissais personne sur place. J'avais peur de marcher seule la nuit, ça je m'en souviens très très bien, parce que je m'étais donné comme règle pendant ces 4 mois de voyage d'éviter de marcher seule la nuit dans les villes. Donc j'étais pas du tout à l'aise. Et en même temps, lorsque je suis arrivée, j'ai été submergée par l'émotion parce que c'était l'aboutissement d'un rêve. Et puis il y avait cette statue magnifique sur le quai qui marque le kilométrage du Transsibérien, 9288 km. Et j'étais à la fois profondément heureuse et également, je dirais, métamorphosée par ce voyage qui m'avait changé, qui m'avait fait comprendre beaucoup de choses sur la réalité russe, sur la réalité sibérienne notamment. Et je suis arrivée donc avec le cœur plein de joie à Vladivostok, et la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de trouver le port et de découvrir donc la baie dont j'avais rêvé depuis si longtemps. Merci. Alors Cédric, vous avez vécu plusieurs années à Vladivostok, qui a inspiré l'un de vos récits. Est-ce que vous pouvez nous en parler et ensuite nous parler du Nord céleste? C'est-à-dire que moi j'ai un livre qui sort mercredi, alors je crois qu'il faut que je parle du livre qui sort mercredi. Alors Vladivostok, ça a été mon premier livre, parce que j'ai vécu là-bas presque 4 années. J'ai raconté un petit peu en une saison, j'ai fait une année type, quoi. 4 saisons, alors j'en ai vécu
en fait 12 ou 16, je ne sais plus, mais je ne voulais pas embêter le lecteur avec un récit chronologique. Alors j'ai essayé de raconter ce que c'était Vladivostok saison par saison. Ça, c'était mon premier livre. Le second livre, c'est Le Nord Céleste, que j'aimerais bien citer, qui est un livre de voyage, mais avec un fil rouge très géographique, qui est l'imaginaire du Nord chez les Russes et ses applications pratiques dans la législation. C'est-à-dire pourquoi, lorsqu'on va à Vladivostok, justement, on est rémunéré à partir d'un système de primes qui est le même que celui de l'Arctique, qui s'appelle en Russie les territoires du Nord et assimilés. À partir du moment où les conditions sont comparables, ça ressemble au rivage polaire, s'il fait froid, si c'est hostile, si c'est isolé, si c'est continental, si c'est en altitude, vous êtes rémunéré sur la base de l'Arctique. Et c'est très intéressant comme lecture de la Russie parce que tout l'extrême-orient russe est régi en fait par cette loi sur les territoires du Nord et assimilé. Et du coup, l'Est de la Sibérie, dont a parlé Yves Gauthier tout à l'heure, à travers son exploration, dans l'imaginaire des Russes, est assimilé en fait au Grand Nord. Voilà, c'était mon second livre. Après, j'en ai fait un troisième qui n'a rien à voir avec la Russie. Et puis là, mercredi, je sors un livre aux éditions Stock qui va s'appeler L'hiver aux trousses. Pourquoi l'hiver aux trousses? Parce que c'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps. Ce voyage, c'est un voyage avec une saison. Cette saison, c'est l'automne. Si vous partez des rivages polaires, en Russie, sur les rivages au niveau du cercle arctique, l'automne commence très tôt. Dès la fin août, il peut y avoir des chutes de neige. En tout cas, dès la fin août, l'automne est mûr. Et évidemment, plus vous descendez vers le sud, jusqu'à Vladivostok, ça a été le terme de mon voyage, plus l'automne arrive tard. Fin octobre, enfin début novembre. Et donc moi, je voulais faire ce voyage un peu poétique, qui était de voyager avec la saison. Je ne savais pas si ça marcherait, et en fait, ça a été assez fantastique. C'est-à-dire que pendant 2 mois, le temps que ça m'a pris à moi de cheminer de Yakoutsk, de Khandika, qui est sur le fleuve Aldan, un peu plus haut qu'Yakoutsk, jusqu'à Vladivostok, la saison, en fait, elle est passée avec moi, et j'ai cheminé avec les oiseaux migrateurs. J'ai vu les forêts s'éteindre une à une, mais moi je descendais toujours vers le sud, donc je renouvelais toujours en fait cet été indien. Et puis, je voulais faire ce voyage pour sa poésie, parce que j'adore l'automne, mais il y avait aussi une métaphore qui me tenait un peu à cœur, qui est celle du déclin, enfin, du relatif déclin que connaît l'extrême-orient russe, avec tout l'amour que je lui porte, mais il se sent un petit peu moins puissant qu'il en a été en tout cas après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 80. Donc il y avait cette métaphore de l'automne. Moi j'ai travaillé sur l'extrême-orient russe pendant quelques années, j'ai fait des recherches, j'avais même commencé une thèse en géographie. J'ai abandonné l'écriture de la thèse parce que le professorat n'était pas un but en fait qui me motivait vraiment. Mais toutes mes recherches m'ont passionné, j'ai fait beaucoup de voyages dans tout l'extrême-orient russe. Et dans ce récit, je raconte l'extrême-orient russe, son histoire, sa conquête, l'époque impériale, et puis l'époque soviétique, et toutes ces vagues successives de colons qui à chaque fois refluent parce que l'extrême-orient russe a du mal à fixer ses habitants. Et c'est l'État, à chaque fois, c'est Moscou, dans tous ses avatars, que ce soit un empereur ou un premier secrétaire de parti, qui essaye de ranimer la flamme. Alors à l'époque on envoyait des gens, aujourd'hui Poutine, ce qu'il essaye de faire, c'est de créer des conditions avantageuses à travers des mesures fiscales, et puis aussi à travers l'ouverture du pays, en favorisant, en développant le commerce avec maintenant les pays voisins qui sont la Chine, la Corée, le Japon, voire de l'autre côté du Pacifique, les États-Unis, Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Donc voilà, c'est un récit de voyage avec un fil rouge qui est l'automne, enfin sans jeu de mots, fil rouge, et puis qui parle de l'extrême-orient russe. Et puis moi je voulais, excuse-moi, Émeric, dernière chose, je voulais faire ce projet sur l'automne là-bas aussi parce qu'on est aux frontières de l'Asie, et notamment de 2 pays que j'affectionne beaucoup, qui sont la Corée et le Japon, et qui ont une culture de contemplation de la nature. C'est-à-dire que vous connaissez tous les cerises à Kyoto. Au printemps, c'est une tradition, ça s'appelle Hanami, pardon. C'est une tradition, tous les printemps, les Japonais vont contempler les cerisiers en fleurs. Le monde entier, d'ailleurs, les touristes du monde entier y vont pour cet événement. Les Japonais ont une grande culture de contemplation de la nature. Ils ont la même chose à l'automne, ça s'appelle Momiji. Et il s'agit d'aller contempler
les parcs, et notamment les érables, et puis un arbre que vous connaissez tous qui s'appelle, je ne sais pas comment on prononce très exactement, moi, ginkgo ou ginkgo, j'ai jamais compris, ginkgo. Et c'est simplement l'idée de la contemplation. Et moi, en fait, alors ça commence à Hokkaido, au nord du Japon, puis ça finit sur les bases américaines, sous des latitudes beaucoup plus clémentes. Et comme ça, l'automne descend le Japon, et après il descend la Corée. Et même à la télévision coréenne, vous avez des émissions qui ressemblent un peu à notre météo à nous, qui vous disent où vous en êtes de l'automne, et à quel moment l'automne va être le plus mûr, et quel dimanche aller faire sa promenade de contemplation, aller effectuer son momiji. Voilà, donc c'était pour tout ça. Merci beaucoup Cédric. Alors nous allons nous éloigner des confins extrêmes orientaux pour nous rapprocher de la Moscovie, aller voir du côté de la Grande Pierre, c'est le nom que les Cosaques ont très bien donné à l'Oural. Je vais demander à Astrid de nous parler de son expérience de l'Oural et de l'Oural polaire. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs orales en fait. Puis il y a l'oral comme ça aussi, dont Sylvain aurait dû nous parler aujourd'hui, mais il est tombé en panne. Donc voilà, donc en fait c'est pour ça que je suis là, j'ai pris sa place. Pardonnez-moi, je ne suis pas Sylvain Tesson, mais il y a beaucoup de dire at Kaklouch, je vais essayer de faire mieux. Alors l'oral. En fait, l'oral, c'est un axe qui, moi, m'a toujours fasciné parce que c'est une immense frontière naturelle qui marque la fin de l'Europe et le début de l'Asie et de la Sibérie. Le général de Gaulle disait « Qu'est-ce que l'Europe ?» De l'Atlantique à l'Oural. Et je vous ai raconté tout à l'heure, j'étais arrivée à Tcheliabinsk quand j'avais 21 ans pour étudier le russe, qui est en fait sur les flancs sud de l'Oural. Et j'ai eu envie d'explorer les confins de l'Oural, de voir s'il existait dans cette chaîne de montagnes des peuples, des civilisations perdues et oubliées, comme les Nénètes, chez qui j'ai voyagé, j'ai fait de longs séjours dans les années 2000, et j'en ai tiré un récit qui s'appelle « Au bord du monde, une vagabonde dans le Grand Nord sibérien », et ça raconte en fait mes aventures chez les Nénètes, les derniers éleveurs de rennes. Et l'idée pour moi, parce que moi mes voyages, c'est un petit peu une tentative de réponse à une question. Je suis journaliste, moi je ne suis pas écrivain, c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on est écrivain. Moi je me définis, je me sens beaucoup plus journaliste qu'autre chose, et parfois on a beaucoup de choses à dire et ça fait un livre. Ça ne vous rend pas forcément écrivain. Et chaque livre ou témoignage que je fais, c'est parce que je tente de répondre à une question. En ce qui concernait les Nénètes dans le Grand Nord sibérien, c'était pourquoi est-ce qu'ils avaient réussi à préserver leur mode de vie ancestral alors que les Inuits au Canada, eux, depuis longtemps, ils arrêtaient de chasser la baleine et le phoque et ils regardaient des jeux vidéo et du hockey à la télé. Pourquoi est-ce qu'ils avaient sombré dans l'alcoolisme et que les Nénètes, eh bien, lorsque je les ai rencontrés et qu'ensuite j'ai nomadisé avec eux, eh bien, avaient l'air de vivre comme il y a 1000 ans, comme si le temps s'était arrêté, comme si il y avait une autre dimension dans le Grand Nord. Et ensuite, là c'était entre 2005 et 2008, donc j'ai voyagé chez les Nénètes et ensuite j'ai eu envie donc de retrouver un ancien amour. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon rocker de Tcheliabinsk et c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. J'ai rencontré à 21 ans, il est mort de rire, il a raison. Et c'est quelqu'un qui a changé ma vie, qui m'a appris à vivre sans argent, qui m'a appris à boire de la bière au petit déjeuner, qui m'a appris à dormir sur des bancs publics, à se foutre du lendemain. Voilà. Et vous savez, quand on est une petite bourgeoise parisienne qui rencontre un rocker qui vous emmène comme ça faire les festivals de rock et vivre avec une intensité incroyable, exaltante que je n'avais jamais rencontrée, eh bien, ça vous change la vie. Et moi, dans ma vie, il y avait l'air avant et après ce monsieur. Alors il se trouve que voilà, on a passé des mois fantastiques, passionnés ensemble, et puis je me suis fait jeter de Russie parce que mon visa n'était plus valide, et puis après on s'est écrit, et puis après il n'y avait plus de lettres, et après la vie prend son cours. Et 15 ans plus tard, j'avais envie de savoir ce qu'il était devenu, mon rocker. Est-ce qu'il avait été tué par la vodka, divorcé 3 fois, est-ce qu'il allait toujours en histoire impossible et compliquée, etc. Parce que vous savez, il n'y a rien de pire que les amours inachevés. Vous savez, les histoires d'amour qui
on se dit, tiens, peut-être que autre chose pourrait se passer, peut-être que c'est pas fini. Et c'est terrible parce que c'est comme dans son inconscient, ça revient comme ça par cycle, en tout cas pour moi, ça revenait me visiter. Et donc en 2010, je suis partie comme ça pour aller tuer le fantôme, avec une épée et un bouclier, n'est-ce pas? Je suis partie tuer le fantôme. Et ce qui est merveilleux dans les voyages, et je pense que c'est un thème ici qu'on explore tous, c'est que finalement, en fait, vous partez avec une idée très claire de ce que vous voulez faire, et finalement, c'est le voyage qui prend le dessus. C'est-à-dire, c'est lui qui va décider de votre destin. Et moi, je pensais juste aller retrouver une ancienne flamme, et finalement, j'en ai trouvé une autre. D'ailleurs, voilà. Mais je vous raconte pas tout, parce que ce serait pas drôle. Et donc, la mission dans l'Oural, c'était je vais retrouver mon requin, mais je voudrais savoir s'il reste aussi peut-être des civilisations perdues et oubliées, comme les Nénètes. Et puis finalement, bon, je suis tombée l'été où il y avait les feux, donc parcourir les montagnes, c'était un petit peu limité. Et donc, j'ai trouvé personne. Je pensais tomber sur des ermites, des gens un peu farfelus. En fait, j'ai pas trouvé grand monde dans les montagnes. Et en ce qui concernait les civilisations perdues, oubliées, j'ai vu des photos dans des musées, etc. Mais on sentait qu'ils avaient été très assimilés. Et en réalité, au lieu de cela, j'ai trouvé une civilisation en devenir. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus excitant. Je suis tombée sur une communauté de gens dans le fin fond de l'Oural, à côté de la Bachkirie, donc c'est dans le sud de l'Oural, qui vivent selon les principes d'Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne. Alors vous vous dites, mais c'est des tarés, des hippies, des pique-niques. Non, 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 ce sont des gens, pas du tout des miséreux, ni des analphabètes, au contraire, ce sont des gens qui ont eu des belles carrières, ce sont des gens qui sont aisés, ce sont des gens qui ont fait le tour en fait du capitalisme, et qui ont fait ça. Au capitalisme, à la civilisation, et qui ont décidé de retourner à la terre, comme d'ailleurs le préconise cette chamane sibérienne, 1 hectare par famille, de vivre en symbiose avec la nature, etc. Alors moi, je les ai vus avec j'ai des yeux comme ça, je me dis, mais c'est incroyable. Mais en fait, au début, je les prenais, pas pour des fous, mais bon, pour des marginaux, mais très intéressants, parce qu'ils avaient aussi des bibliothèques très fournies, enfin on avait des discussions passionnantes avec eux. Et finalement, eh bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas une communauté isolée, mais qu'il y a tout un mouvement en Russie de gens qui vivent comme ça, il y en a plus de 3000, des communautés comme j'ai vu, qui s'appelle Alexandrovka, qui est un endroit idyllique. Vous imaginez une clairière de 3 km de long, entourée de montagnes, comme si ces montagnes vous protégeaient de toute malveillance, et au milieu coule une rivière romantique. Et ces gens ont construit des izbushkas, des petites maisons autour de cette rivière et vivent de leur potager. Et l'hiver, ils regardent la neige tomber et l'été, ils se préparent à l'hiver. Et c'est tout un mouvement en fait qui prend de l'ampleur et auquel je m'intéresse. Et d'ailleurs, l'été dernier, je suis retournée dans l'Oural pour voir s'ils avaient réussi leur pari. Parce qu'en 2010, quand j'avais rencontré ces gens, il y avait un photographe qui travaillait dans la mode à Milan, une mannequin, enfin c'est des gens avec des attaches fines, très sophistiqués. Je me suis dit, mais ils vont jamais y arriver. Et en fait, si, eh bien, il y en avait beaucoup qui sont restés. Il y en avait d'autres qui avaient jeté l'éponge, mais ceux qui étaient restés, eh bien, j'ai rencontré des gens heureux, des gens comblés. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur le mode de vie que nous avons, sur cette culture du matérialisme quand même que l'on voit grandissante en Europe. Et moi, je suis aux premières loges parce qu'en fait, je couvre le luxe chez Reuters et donc je suis un paradoxe absolu. C'est-à-dire que je couvre des gens qui vous disent que le bonheur est dans un sac Gucci ou une Ferrari, etc. Et en fait, moi, je me tisse des grands liens d'amitié avec des gens qui justement rejettent tout ça, qui essaient de se détacher de tout plaisir matériel pour revenir à une vie beaucoup plus spirituelle et comblée de choses simples, etc., dans l'authenticité des rapports humains, de l'écoute de l'autre, etc. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Astrid. Alors nous avons abordé le voyage en Russie, et la Russie c'est aussi Baba Yaga, ce sont les petits peuples du Nord, c'est l'immensité de la taïga, de la toundra, ce sont les volcans du Kamchatka, le lac Baïkal, c'est un imaginaire, et évidemment cet imaginaire est propice à la création d'œuvres de fiction, du moins d'œuvres qui se rapprochent de la fiction. Alors que vous inspire, Yves, la Russie en termes de fiction?
Je disais tout à l'heure qu'il y a en Russie tous les ingrédients d'une littérature. Elle est belle, elle est romantique, elle est dramatique, elle est comique, elle est absurde. Et donc c'est une très belle matière première pour servir la littérature, qu'elle soit documentaire ou de fiction. Ma littérature de fiction, si je peux dire les choses comme ça avec des grands mots, flirte d'une manière extrêmement intime avec la prose documentaire, parce que je la regarde comme une littérature de connaissance, de découverte, peut-être aussi d'initiation. Il se trouve que dans ma vie, j'ai vécu une expérience qui a duré 15 ans de directeur de croisière sur le réseau fluvial russe, Moscou, Saint-Pétersbourg, Astrakhan, Rostov-sur-le-Don. Et c'est une expérience qui évidemment m'habite. Pendant 15 années, 5 mois par an, sur un bateau, sans en descendre, il y a 2 univers, il y a la rive et l'eau. Et bon, c'est un métier qui est très contraignant, qui est très dur. Je savais que le jour viendrait où je descendrais du bateau, de fatigue, de lassitude, de qu'importe. Et en même temps, je ne voulais pas que cette expérience disparaisse comme ça, comme dans un puits sans fond. Et pour moi, la manière la plus naturelle comment vous dire, de la consigner, j'ose pas dire de l'immortaliser, ce serait absolument ridicule. Le problème de la littérature, c'est que quand on parle de littérature, souvent, c'est les grands mots ou rien du tout. Et donc, l'idée m'est venue d'enfermer cette Russie fluviale dans un livre qui serait un roman. Et c'est ainsi que j'ai transformé cette expérience par l'écriture, en écrivant Moscou sauvé des eaux. J'ai essayé de faire un livre à partir d'un vécu. Ce qui est un peu un piège au sens où la tentation est grande pour le plus grand des personnages en littérature, qui est le lecteur, de se livrer à un travail de déchiffrage, de décryptage, qui est qui, etc. Toujours en se trompant d'ailleurs, dans le déchiffrage, mais qu'importe, ce qui comptait pour moi, c'est de faire vivre. De faire vivre le peuple des touristes, et je crois que dans ma carrière, j'en ai eu une trentaine de milliers, de faire vivre le peuple magnifique, absolument magnifique, des bateliers russes, qui est une grande tribu, une grande famille, avec son code d'honneur, avec sa morale, avec son humanité, avec son courage, avec ses traditions ancestrales, ses descendants des bateliers de la Volga. Il leur fallait un livre, et j'ai voulu que ce soit le mien. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que je suis très admiratif du travail de Cédric, le paysage, le grand, le beau paysage russe, et je sais de quoi il parle quand il titre son livre L'hiver aux trousses. Je connais cette magie d'un bateau qui apparaît de Saint-Pétersbourg, donc sur le 57e parallèle nord, et qui descend, on est au mois d'octobre, et qui va, qui fait d'ailleurs, comment vous dire,
qui traverse la Russie jusqu'à Astrakhan et qui voit les berges flamboyer des feux de l'automne russe. Donc voilà, ce personnage, ce héros, souvent ridiculisé, mais en même temps tellement courageux qu'est le touriste. On n'imagine pas ce que le touriste endure à marcher avec ses varices pour voir des monastères, des icônes, des peintures, des je ne sais quoi, des il ne sait quoi, mais il marche. J'ai voulu l'enfermer, j'ai voulu l'attraper comme, vous savez, l'oiseau de Prévert dans une cage et le mettre dans un roman. Le batelier, même chose. Et le grand, le beau, l'immense paysage russe. Et puis toute cette eau, ce grand pays liquide, tel que d'ailleurs l'a conçu Pierre le Grand, qui a fait de son empire un empire fluvial. C'est un tsar amphibie, Pierre le Grand, un tsar batelier, un tsar marin. Voilà. J'ai voulu prendre tout ça et l'enfermer, non pas dans une cage, mais dans un livre. C'est l'histoire de mon roman Moscou sauvé des eaux. Merci beaucoup Yves. Alors je me tourne maintenant vers Cédric et Géraldine. Cédric, vous avez écrit des nouvelles, de la fiction sur la Russie. Géraldine, c'était sur le Baïkal, Bon baiser du Baïkal. Est-ce que vous pouvez chacun nous en dire un mot? Je pense qu'on va laisser la parole à Géraldine, parce que j'ai effectivement écrit des nouvelles, mais qui n'ont rien à voir avec la Russie. C'était même l'objectif que je m'étais fixé, pour une fois, de ne pas dire un mot sur la Russie. Alors, j'ai écrit effectivement un recueil de nouvelles qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Bon baiser du Baïkal, nouvelles de Sibérie. L'idée de départ était la suivante. En fait, depuis mon grand voyage en transsibérien en 2004, je ressens une nostalgie profonde de la Russie et je me sens un petit peu déracinée, un peu à la manière des artistes russes qui étaient déracinés pendant le XXe siècle. Tous ces Russes blancs qui étaient émigrés en France et qui éprouvaient une nostalgie profonde, douloureuse, mélancolique de leur pays. Cette nostalgie-là, même si je ne suis pas née en Russie, je la ressens tout simplement parce que j'aime la Russie du fond du cœur et c'est comme ça depuis mes 7 ans. Donc l'idée de départ était la suivante. J'avais envie d'écrire des textes autour du lac Baïkal parce que c'est au lac Baïkal que j'ai ressenti mon choc le plus profond pendant mon voyage en 2004. Et donc j'ai pensé au Baïkal tous les jours et j'ai pensé aux personnes que j'avais rencontrées également pendant ce grand voyage. Et l'idée était en fait de créer une alternance d'histoires légères, drôles, burlesques, et des histoires plus cruelles, plus dures, plus conformes à la réalité russe, qui est une réalité quand même très violente, brutale. Et je souhaitais créer une alternance d'histoires légères et graves pour aboutir à une sorte d'électrocardiogramme du lac Baïkal, dont le cœur bat depuis 25 millions d'années. Voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Je ne suis pas très à l'aise pour parler de ce que j'ai écrit, je préfère laisser la place aux autres. Mais l'ambition, c'était surtout de faire sourire le lecteur, de passer un bon moment, de se sentir en Russie et de se sentir dans des ambiances drôles, cocasses, incongrues. C'était surtout cela. Et pour la petite histoire, il y a même une nouvelle consacrée aux phoques du lac Baïkal qui s'appelle Dialogue de phoques, où on assiste à 2 phoques qui s'entretiennent de littérature. Voilà, donc c'est complètement décalé et c'est avant tout pour essayer de redonner le sourire. C'est très déjanté, effectivement. Dans Bon baiser du Baïkal, on fait la connaissance de petites vieilles qui veulent s'évader d'un hospice sur les rives du lac, d'un homme d'affaires qui veut créer un super hôtel. Il y a des revenants, il y a des extraterrestres, il y a vraiment un univers extrêmement riche, des chasseurs, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ça que Géraldine a essayé de faire vivre dans Bon baiser du Baïkal. Alors, certes, ma question ne vous concernait pas directement, néanmoins,
pour Astrid et Cédric, je voudrais savoir si finalement dans vos récits de voyage, il y a des aspects qui se révèlent fictifs, j'entends dans la narration, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses que vous éprouvez le besoin de cacher, de transformer, est-ce qu'il y a parfois des personnages qui vous inspirent, mais finalement dont les propos sont rapportés au sujet d'un autre, etc. Est-ce qu'il y a une métamorphose en quelque sorte du récit de voyage initial? Oui, c'est une excellente question. Et moi, je pense qu'il y a un livre à écrire justement sur les écrivains voyageurs, sur leur travail, sur leurs mensonges, leurs omissions et leurs ajouts. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des gleb tradim. On ne fait pas tous des exploits incroyables et notre quotidien n'est a priori pas intéressant. Alors, moi, j'essaye, je ne mens jamais et en plus, bon, de par ma formation de géographe, je suis très attaché à la vérité et ce que je veux, c'est décrire la Russie telle qu'elle est, d'autant plus que moi, j'écris sur des régions sur lesquelles on écrit très peu et mon ambition, et c'est pour ça que je me suis senti un peu permis d'écrire, c'est parce que je croyais justement que le sujet était un peu vierge. Alors, je ne l'ai pas fait pour raconter des bobards, mais pour justement compléter le tableau et la littérature en français qu'on a sur la Russie. Donc évidemment, je ne romance pas. En revanche, j'omets des choses me concernant que je ne crois pas pouvoir intéresser le lecteur. Je crois que c'est même encore plus flagrant dans le livre qui sort mercredi. Je me suis vraiment attaché à faire en sorte que mon voyage ne soit qu'un fil conducteur. Et le sujet, c'est l'Extrême-Orient russe. Alors, à travers mon regard, bien sûr. Mais mes ampoules aux pieds n'intéressent personne. Donc, je me suis vraiment attaché à ça. Et les seuls moments où je parle de mes péripéties, c'est parce que je les considère assez amusantes et dignes d'un certain intérêt. Et puis, ça permet aussi, peut-être, de faire une alternance et de reposer un peu l'esprit. Par des considérations parfois un petit peu moins, comment dire, compliquées. Voilà, c'est tout. Mais Astrid va nous dire ce qu'elle en pense. Est-ce qu'Astrid enjolive ses récits de voyage? La question demande. Bien, en fait, je ne sais pas si enjoliver le mot, parce que pour moi, c'est un exercice très salutaire. Je suis journaliste à Reuters, je suis un petit soldat de l'information. Et vous savez, le prix de la bourse d'une action de Total ou de LVMH peut prendre 5% sur une nouvelle que j'écris. Donc moi, ça fait 20 ans qu'on m'apprend la précision mais du choix du mot, du poids, etc. Donc, et quand j'écris des livres, eh bien, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de tuer le journaliste pour que l'écrivain, j'aime pas l'écrivain, mais pour que je puisse en tout cas ouvrir mes ailes, pour que je puisse me libérer, pour que je puisse vous emmener loin, et ensemble, nous allons découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles sensations. Alors, j'enjolive pas, je pense que je reste assez proche de ce qui s'est passé, mais évidemment, j'épargne au lecteur toutes choses que je pense ennuyeuses. Et ce que j'essaye de faire, mais qui me vient tout à fait naturellement, c'est qu'il se passe quelque chose, et de là, de ce point-là, eh bien, moi je vais partir dans une réflexion, où, je vais dire, tiens, je vais partir dans l'histoire, je vais penser à des grands héros romantiques de Russie, et donc c'est pas vraiment enjoliver, je dirais, c'est partir dans des tangentes, en fait. Moi, c'est ma tangente vers l'Est, vous savez, ce livre de Maëlys de Kerangal. Et ben moi, je pars très vite dans des tangentes, et vraiment, c'est un exercice, pas seulement de style, mais d'écriture, de réflexion, que d'essayer de se dire, maintenant, je ne suis plus journaliste, je peux vraiment vous raconter une histoire comme j'ai envie de vous la raconter. Est-ce que tu enjolives les hommes russes? Oui, ça, je confirme. Voilà. Merci beaucoup Astrid. Alors nous avons parlé voyage, nous avons parlé livre, écriture. Peut-être que nous pourrions parler littérature russe, au sens où nous avons tous été inspirés par des œuvres, des grandes œuvres écrites par des auteurs russes. Peut-être chacun d'entre vous pourrait-il nous communiquer son auteur fétiche, son œuvre fétiche. Quelques mots, de façon à ce qu'on fasse la place ensuite aux questions.
C'est une question qui m'est souvent posée et qui, à chaque fois, me déconcerte. Même quand je m'y prépare. D'autant que j'ai parfois des choix un peu marginaux, que je lis beaucoup de Russes, de choses malheureusement non traduites. Au chapitre des choses traduites, il y a un livre à mes yeux immense que j'ai traduit il y a quelques années et que personne ou presque n'a lu, mais que j'aime beaucoup, et qui est la pastorale transsibérienne d'Oleg Ermakov, paru il y a quelques 10 ou 15 ans de cela aux éditions Jacqueline Chambon. Un immense auteur, immense romancier. Romancier trait d'union artiste, romancier trait d'union peintre. Et peintre, il l'est jusque dans sa littérature. Philosophe aussi. Un grand contemplatif, un grand aventurier. Et puis, ce qui est fascinant aussi, c'est cette intimité totale qu'il réussit à tisser, à construire avec la nature, en l'occurrence la nature de Sibérie. Un livre, à mes yeux, immense. Au chapitre des choses non traduites, il en est un que je rêve de traduire, d'un homme à ours. Il s'appelle Valentin Pajetnov. Il vit sur le plateau du Valdaï, là où la Volga prend sa source, et il a consacré sa vie à l'étude des ours, mais pas à l'étude universitaire pour les étudier. Il vit avec, il vit parmi eux. L'expérience qu'il a développée a consisté à se substituer à la mère ours pour initier à la vie les bébés oursons orphelins. Et donc il a battu la nature, suité par ses oursons, comme une mère poule par ses poussins, et ce pendant des années, de portée en portée, pour mieux les comprendre, pour mieux les étudier. Pajetnov, il approche des 80 ans, à l'origine il est autodidacte, mais par ses études, par correspondance, de loin en loin, de proche en proche, il est devenu docteur S sciences biologiques. Il y a 15 ans de cela, j'ai traduit un livre de lui, avec les ours, chez Actes Sud, un film documentaire en a été tiré, Dans la peau de l'ours, réalisé par Catherine Garanger. Et puis, il y a quelques mois, Valentin Pajetnov m'a envoyé son autobiographie. Et je l'ai ouverte avec sympathie, bien sûr, une sympathie immense, mais aussi avec méfiance. Parce que se raconter, c'est un exercice dangereux, et dangereux en littérature. Et je suis entré dans ce livre, et c'est très rare qu'on lise un livre, qu'on en tourne les pages, et qu'on se dise pourvu que ça ne finisse jamais. Malheureusement, mais bon, 1000 pages plus tard, j'ai dû refermer ce livre. Les semaines passent, les mois passent, et ce livre reste en moi. Jamais, par l'écriture, on a pu atteindre une telle intimité avec le monde animal, avec la nature. Voilà Léon Tolstoï battu à plate couture par Valentin Pajetnov. Oui, Yves, justement, nous avons réédité l'exploration de la Sibérie qui était parue chez Actes Sud. La maison d'édition s'appelle Transboréal. Nous venons de sortir la biographie de Vysotsky et nous ne désespérons pas, je vous l'assure, d'arriver à financer la traduction de ce texte autobiographique de Valentin Pajetnov. Alors vous, Cédric. Bon, mais rapidement, 3 auteurs qui me viennent comme ça à l'esprit.
esprit. Alors Tolstoï, qu'on vient d'enterrer, mais il y a un petit livre qui est assez méconnu de Tolstoï qui s'appelle Les Cosaques, qui est pratiquement autobiographique, puisqu'il était, il est allé se battre dans le Caucase, sur ce qu'on appelait à l'époque le cordon, c'était la frontière avec les peuples caucasiens. Il en a tiré un livre fabuleux, un roman qui s'appelle Les Cosaques, qui permet aussi de mieux comprendre qui sont les Cosaques russes, qui sont les Cosaques ukrainiens, parce que dans l'actualité du conflit ukrainien, on n'a pas très bien compris pourquoi il y avait des Cosaques des deux côtés. Et les Cosaques de Tolstoï vous racontent bien ce que sont les Cosaques russes, ceux du Kuban, ceux de Rostov-sur-le-Don. C'est un livre très chouette, les Cosaques de Tolstoï. Ensuite, je vous recommande chaudement de lire Tingis Aitmatov, qui est un auteur kirghize soviétique, qui a écrit des livres incroyables, comme d'abord Il fut un blanc navire, et puis la préface. Oui, j'ai fait la préface, mais ça c'est anecdotique. Et puis, alors Jamilia, bien sûr, il y a un livre génial qui s'appelle Adieu Boulsarai, qui est l'histoire c'est l'adieu d'un vieil homme nomade, kirghize, enfin sédentarisé, il parle des kolkhozes justement, etc. Son adieu à son cheval, c'est un des plus beaux livres, je crois, de la littérature soviétique. Et puis il y a un troisième auteur qui me vient à l'esprit que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il est traduit en français, c'est un poète qui s'appelle Evtushenko, qui est absolument fabuleux, mais là je peux le recommander comme russophone, je ne sais pas s'il est traduit. Voilà. Alors, quelques mots. Astrid, allez-y. Très rapidement, moi, il y a deux livres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et l'un qui est très très connu en Russie, qui est dans tout le subconscient russe, qui s'appelle un auteur, Pavel Bajov, qui a écrit beaucoup de contes et de légendes sur l'Oural. Il y a la maîtresse de la montagne de cuivre, cette sorcière qui se transforme en lézard, qui a une robe de lézard, qui enferme Danilov, le talentueux tailleur de pierre, et elle l'enferme dans la montagne en lui faisant croire qu'elle allait lui montrer comment reproduire une fleur de malachite qui aurait l'air aussi vivante qu'une fleur réelle. Et sa femme va le délivrer. Enfin, c'est une épopée. Donc Pavel Bajov, qui est un écrivain très 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 connu en Russie, il y a plein de dessins animés, de films, tous ses livres mais je dirais qu'il y a peut-être 100 éditions des contes de Pavel Bajov avec des illustrations, et très peu connu en France. Moi je n'ai jamais trouvé une traduction, donc une idée à prendre, j'ai trouvé en anglais. Et puis moi ma grande référence c'est Dostoïevski, les frères Karamazov par exemple, les autres. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui pour moi c'est un grand explorateur de la complexité humaine. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense peut-être aussi Cédric et tous les autres, on a cette fascination pour la Russie, c'est que les Russes vivent dans l'intensité, joignent les extrêmes, passent d'une extrême à l'autre, passent des rires aux larmes, passent de la colère, passent de l'indignation à l'admiration pour une même personne, et c'est la coexistence des sentiments contraires qui, je pense, nous donne comme ça cette attirance pour le pays. Donc voilà, Dostoïevski. Géraldine. Alors moi, en fait, avant de découvrir la littérature russe, j'ai découvert d'abord la poésie. Et j'ai été, comme Cédric, frappée par la fulgurance des poèmes de Yevtushenko. J'ai été frappée par les récitals qu'il donnait devant des milliers de personnes à l'époque soviétique. Et ça, pour moi, ça a été un véritable choc. Dès le départ, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. La Russie est un pays où la poésie fait partie de la vie. Les poètes sont aimés, vivants, et lorsqu'ils sont morts, ils sont idolâtrés. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et pour moi, c'est une véritable consolation. Même avec tous les soubresauts actuels, la Russie est un pays où l'on aime profondément la poésie, où les gens écrivent des vers dans le métro, dans le bus, dans un kiosque. Tout le monde écrit, tout le monde a une vie intérieure qui est profonde, qui est là, qui est puissante. Donc je dirais que c'est la poésie qui m'a frappée en premier, Yesenin aussi, Tsvetaeva, et ensuite au niveau littérature, Tolstoï incontestablement. Son roman Résurrection, pour moi, est un roman total dont on parle trop peu et qui aborde
des sujets extraordinaires, en plus d'avoir une très belle trame romanesque, une très belle histoire d'amour. Et puis la correspondance aussi. J'aime beaucoup la correspondance des grands auteurs. Juste pour compléter ce que vient de dire Géraldine, on peut ne pas lire le russe et avoir accès à la poésie russe, mais il y a un excellent moyen d'entendre de la poésie, c'est que les Russes aiment beaucoup mettre la poésie en chanson. Et ça peut être, c'est pas des chansons comme ça, des chansons à texte, une guitare qui ne sont pas entraînantes, mais il y a une très belle chanson. Il y a une chanteuse qui s'appelle notamment Svetlana Surganova, qui est absolument extraordinaire, qui met des chansons, même des poèmes classiques, comme Tsvetaeva, dont vient parler Géraldine. Voilà, il nous reste une douzaine de minutes et nous allons faire place à vos questions et y répondre. Voilà, il y a un micro, je crois qu'il va circuler. Oui. Il reste 10 minutes. Un peu moins, oui. Un peu moins. On va voir. Qui veut poser une question? Ou intervenir? Bonjour. Est-ce que parmi vous, ceux qui ont tenté donc, cette première expérience d'écriture romanesque, est-ce que vous avez l'intention de continuer sur cet élan? Est-ce que l'écriture romanesque est susceptible de prendre le dessus sur les autres travaux que vous faites? L'écriture romanesque, moi personnellement je fais des récits de voyage. Bon, moi, c'est pour vous dire la vérité, en ce moment j'écris un roman, effectivement, mais sur le conflit ukrainien, parce que j'ai vécu à Donetsk pendant 4 ans jusqu'à la guerre, et je me suis dit que pour la première fois j'allais passer à la fiction, enfin j'ai fait des nouvelles avant, mais que pour la première fois j'allais faire un grand saut dans la fiction et écrire un roman parce que le conflit ukrainien est tellement complexe qu'il est très difficile d'écrire avec un jeu, et qu'il est beaucoup plus simple de recréer un univers où plusieurs personnages ont plusieurs opinions et de peindre ainsi un tableau fidèle des différentes sensibilités et sans prendre parti. C'est-à-dire, parfois la réalité est tellement une fiction qu'on n'a rien besoin d'inventer. Et souvent, là, je vais m'intéresser un petit peu plus à ces communautés et je voudrais écrire ça comme on écrit un roman. Et souvent, d'ailleurs, j'écris mes livres de façon à ce qu'on ne sait pas, est-ce que ça s'est vraiment passé ou non. C'est-à-dire, j'ai un langage, voilà, j'ai envie de vous emmener loin, et donc j'essaye de ne pas être dans les petits détails du quotidien, mais plutôt de vous donner des belles images comme ça. Je pourrais répondre en un mot, oui. J'en ai en route. J'en ai en projet et j'en ai dans le tiroir. Notamment un roman qui est écrit et qui retrace l'aventure d'un naufragé de la Grande Armée, fait prisonnier sur la Bérésina et qui a dû passer dans un exil forcé les 82 ans qui lui restaient à vivre. Oublié du monde sur une rive de la Volga à Saratov. De cette histoire avérée, j'ai écrit un roman. En projection, j'en ai un en langue russe, parce que c'est un petit peu mon fantasme d'être un auteur francophone qui, pour la première fois, je crois, écrit un roman en russe. On a beaucoup d'auteurs russes qui ont écrit en français, je vais leur rendre la pièce. C'est un caprice, mais les caprices d'enfants... Rendre la pièce à Tolstoï, alors, finalement. Cédric, et toi? Géraldine. Je suis très